Super, l'hiver arrive. Podolsk, à seulement quelques kilomètres du Kremlin, la banlieue gelée et abandonnée de Moscou. Les immeubles d'habitation ordinaires qui se dressaient autrefois ici se sont transformés en une immense sculpture de glace. Ces monuments formés par l'eau s'écoulant des tuyaux éclatés qui gèlent, couche par couche dans le froid sibérien, sont un symbole cruel de la façon dont la plus grande arme de Vladimir Poutine s'est retournée contre lui. Le chantage énergétique du Kremlin, conçu pour mettre l'Europe à genoux, a maintenant fait boomerang, frappant son propre peuple à l'intérieur de leur foyer avec un froid glacial qui pénètre jusqu'aux os. Ce n'est plus une guerre menée sur des lignes de front lointaines. Comme l'a confirmé le service de renseignement extérieur de l'Ukraine, le SVRU, c'est une réalité cruelle et physique ressentie par des millions de civils russes dans au moins 43 régions, entre les murs de leur propre maison. Les lumières vives de la propagande du régime s'estompent, ne laissant derrière elles que l'obscurité d'un empire gelé. Cet effondrement total, qui entraîne la Russie dans la glace et le chaos, n'est pas un accident ou une catastrophe inattendue. Au contraire, c'est la manifestation physique d'une série de décisions froides, délibérées et cruelles prises dans les salles dorées du Kremlin. Les origines de cette défaillance systématique, comme l'ont détaillé les analystes, ont commencé par une trahison cachée dans les chiffres du budget fédéral de 2025. Vladimir Poutine et ses technocrates ont été confrontés à une question simple mais impitoyable qui déterminerait le sort de la Russie. Un nouveau char à envoyer sur le front ukrainien ou un tuyau qui chauffe la maison d'une femme âgée en Sibérie et qui tombe en ruine. La réponse du Kremlin à cette question a été sans hésitation, le char. Ce choix a été signé comme un arrêt de mort pour des millions de civils. Les chiffres révèlent l'ampleur de ce choix stratégique. Les dépenses de défense ont grimpé à des niveaux sans précédent, dépassant 7% du produit intérieur brut et près de 40% du budget fédéral total. Cela signifie alimenter une machine de guerre massive d'une valeur de 170 milliards de dollars. Mais cet argent devait venir de quelque part. Et le Kremlin a mis le couteau sous la gorge des plus vulnérables. Pour financer ce budget militaire massif, les fonds pour le logement et les services publics ont été réduits de 43% d'un seul coup. Ce n'était pas seulement une coupe budgétaire, mais aussi un acte d'abandon de l'État contre ses propres citoyens. La réparation, l'entretien et le renouvellement des lignes vitales d'une infrastructure qui tenait déjà à un fil, datant de l'ère soviétique et maintenue ensemble par des rustines depuis des décennies, ont été complètement coupés. Cette décision équivalait à poser une bombe à retardement qui laissait les villes à travers la Russie sans défense face au froid rigoureux de l'hiver approchant. Nous parlons de 43 régions à travers la Russie qui sont affectées. Le tableau qui se dessine devant nous n'est pas une simple perte de confort ou un inconvénient temporaire. C'est une paralysie systématique qui sape les piliers fondamentaux de la vie civilisée moderne. La mort par congélation d'une ville russe se produit par une réaction en chaîne comme des dominos qui tombent les uns après les autres. Tout commence par une seule défaillance. Le chauffage s'éteint. Lorsque la température extérieure descend à moins 30 degrés, les tuyaux d'eau à l'intérieur des bâtiments gèlent rapidement et, en peu de temps, éclatent comme des bombes. Cela déclenche la deuxième phase du désastre. Maintenant, ce n'est plus seulement de chauffage, mais les systèmes d'eau et d'égout qui s'arrêtent complètement. Une ville moderne retombe instantanément à des conditions médiévales. Des millions de personnes luttant pour survivre s'accrochent à des radiateurs électriques comme dernier espoir. Cependant, cela s'avère être le coup fatal qui accélère l'effondrement. Le réseau électrique soviétique en décomposition, déjà en difficulté en raison de la négligence et de la surcharge, ne peut pas supporter cette augmentation soudaine et massive de la demande. Les transformateurs commencent à exploser l'un après l'autre. Les fusibles sautent et toute la ville est plongée dans l'obscurité. Une répétition en direct de ce scénario apocalyptique a eu lieu le 10 octobre 2025. Ironiquement, dans la zone connue sous le nom de Nouvelle-Moscou. Selon les rapports des médias, une panne à la station de transformateur principale alimentant la zone en électricité a laissé des dizaines de milliers de personnes sans électricité ni eau. Cet incident était un présage d'un effondrement total plus large. Le résultat de la réaction en chaîne était dévastateur. Il n'y avait plus de chauffage, plus d'eau et plus d'électricité. Les trois piliers de la civilisation avaient disparu simultanément. Les lignes de communication se sont effondrées. Internet s'est arrêté et les gens sont devenus complètement isolés du monde extérieur. Cette situation a créé non seulement un effondrement physique, mais aussi un environnement chaotique où l'autorité de l'État s'est évaporée. La stabilité promise par Poutine s'est brisée dans les tuyaux gelés. Ce n'est pas l'échec de l'infrastructure d'un pays, mais l'échec du contrat social d'un gouvernement.
L'investissement du Kremlin dans la guerre s'est transformé en une arme qui a rendu ses propres villes inhabitables, condamnant son propre peuple à l'obscurité et au froid. Obsédé par l'augmentation de sa puissance de feu sur le front, le Kremlin a ignoré les besoins vitaux les plus basiques de son propre peuple à la maison, comme le chauffage, l'eau et l'électricité. C'était la preuve la plus concrète que la guerre était devenue un trou noir avalant non seulement les soldats sur le front, mais aussi les civils assis dans leur maison. La propagande de Poutine « tout pour la patrie » signifiait en réalité « tout pour la guerre ». Et dans cette équation, la vie d'un citoyen russe ordinaire n'avait aucune valeur. Les chenilles des chars ont écrasé non seulement le sol ukrainien, mais aussi les tuyaux courant sous les villes russes qui transportaient la civilisation. Ce n'était rien de plus qu'une faillite délibérée, un effondrement planifié et une guerre silencieuse déclarée par le régime contre son propre peuple. Les graines de ce chaos gelé ont en fait été semées il y a des décennies. La racine du problème était le système d'infrastructures massif mais en décomposition hérité par la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique dont la date d'expiration était depuis longtemps dépassée. Des millions de kilomètres de tuyaux de chauffage, de canaux d'eau et de lignes électriques étaient autrefois un symbole de la puissance industrielle communiste. Aujourd'hui, cependant, ce ne sont rien de plus que des squelettes rouillés de négligence chronique, de corruption systémique et d'absence de vision stratégique. Selon les analyses d'experts en ingénierie occidentaux et russes, ce réseau vieillissant nécessitait au moins un taux de renouvellement annuel de 5% pour fonctionner correctement. La réalité, cependant, était une déception complète. En raison d'une bureaucratie rongée par la corruption et de ressources détournées vers l'économie de guerre, ce taux est tombé bien en dessous du seuil critique, descendant à moins de 1%. Le système s'autodétruisait plus vite qu'il ne pouvait être réparé. Les rapports techniques obtenus et vérifiés par le service de renseignement extérieur ukrainien révèlent l'étendue de cette décomposition avec une clarté terrifiante. Alors que le taux moyen de détérioration de l'infrastructure à travers la Russie est d'environ 40%, dans certaines régions de Sibérie et de l'Extrême-Orient, ce taux grimpe à 80%. C'est littéralement la formule mathématique de l'effondrement. En fait, les signes de la catastrophe imminente étaient apparus bien plus tôt. Les événements de l'hiver dernier étaient une avant-première, même avant que les coupes budgétaires ne deviennent si brutales. Comme l'ont confirmé des sources telles que le Moscow Times et Pravda, 43 régions différentes ont vécu un véritable enfer. À Podolsk, juste à côté de Moscou, 150 000 personnes ont été laissées à leur sort dans des températures glaciales de moins 30 degrés C, après une explosion dans la salle des chaudières d'une usine de munitions. Lorsque le tuyau de chauffage principal a éclaté à Novosibirsk, les rues ont été inondées d'eau bouillante et des dizaines de personnes ont été hospitalisées avec de graves brûlures. Cependant, cette année, la crise n'a même pas attendu que l'hiver commence. Selon les rapports du SVRU, le désastre a commencé beaucoup plus tôt. Par exemple, le 11 octobre, alors que les responsables d'Omsk déclaraient fièrement dans leur rapport à Moscou que la connexion à 100% était complète, les chaînes Telegram locales débordaient des cris de personnes qui gelaient. Même les radiateurs nouvellement installés éclatent. Un scénario similaire s'est déroulé à TS, tandis que les déclarations officielles proclamaient « tous les bâtiments sont connectés au chauffage central ». Les lignes d'assistance officielles du gouverneur étaient saturées par des milliers de citoyens décrivant la situation comme un désastre. L'aspect le plus tragicomique était la défense absurde offerte par les responsables à Birobijon. Les gens gèlent parce qu'ils ne savent pas comment purger les radiateurs. C'était un témoignage honteux de la façon dont le Kremlin se moque de son propre peuple, de la façon dont il le méprise. D'un côté, Vladimir Poutine, s'adressant à la nation depuis un palais doré, affirmant que tout était sous contrôle. De l'autre, une femme âgée pleurant toutes les larmes de son corps parce que la température à l'intérieur de sa maison était descendue en dessous de zéro. Le gouffre immense entre ces deux exemples montre que la légitimité de l'administration de Poutine a été fondamentalement ébranlée. Dans un autre exemple, dans la ville de Vysokoroïa, dans la région de Khabarovsk en Extrême-Orient, la principale salle des chaudières a brûlé en février. Cela signifiait que la saison de chauffage de la ville n'avait même pas commencé. Alors que les responsables conseillaient au public de faire des réserves de bois de chauffage pour l'hiver, cette situation était en fait un présage d'un effondrement systémique beaucoup plus large. La bande-annonce de l'année dernière est terminée, et cette année, le long-métrage du désastre arrive sur les écrans, avec des millions de personnes laissées pour morts par la négligence délibérée du Kremlin. Il y a une autre couche qui ajoute à la destructivité de cette tempête parfaite. Ce n'est pas seulement une question de tuyaux rouillés, décomposés et prêts à exploser.
Même si ces tuyaux étaient intacts, d'où viendrait le carburant pour produire l'eau chaude qui circulerait à travers eux? Des milliers de salles de chaudière qui chauffent la vaste géographie de la Russie, en particulier les régions au climat rigoureux comme la Sibérie et l'Extrême-Orient, fonctionnent non pas avec des systèmes modernes au gaz naturel, mais avec du charbon démodé et du mazout lourd, connu sous le nom de mazout. C'est là que l'effondrement du front intérieur porte un deuxième coup. Les attaques stratégiques de drones ukrainiens sur les raffineries de pétrole russes, qui ont paralysé la capacité de production de carburant de la Russie, ont déclenché une crise de carburant sans précédent dans le pays. En outre, la faillite des chemins de fer russes, ou RZD, qui s'est transformée en un cauchemar logistique, a rendu impossible la livraison de ces carburants critiques aux salles de chaudière situées à des milliers de kilomètres. Le résultat est un point d'étranglement logistique complet. Lorsque l'hiver frappera, ces installations vitales n'auront pas constitué leurs stocks hivernaux. Les réservoirs seront vides. C'est un double désastre. Les tuyaux sont pourris et les réservoirs sont vides. Le système gèlera et se bloquera intérieurement, incapable de produire une seule calorie de chaleur. Le réseau énergétique de la Russie halète sous une attaque sans précédent à double tranchant. C'est une pince stratégique parfaite, frappant le Kremlin à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Le premier coup vient de l'intérieur. Des décennies de négligence ont posé les bases de cet effondrement. Les sols de pergélisol en train de fondre, combinés au changement climatique, font basculer les poteaux électriques dans l'Arctique. Comme on l'a vu dans l'accident de la Nouvelle Moscou, les surcharges entraînent des incendies de transformateurs irréparables. Et le plus crucial, une coupe de 43% dans le budget des services publics a complètement arrêté les activités de maintenance et de réparation de routine. Le système pourrit de l'intérieur, se détruisant lui-même. Cependant, les forces armées ukrainiennes ont transformé cette faiblesse interne en une arme stratégique acérée. Le deuxième coup de l'extérieur entre en jeu à ce moment-là. Comme l'ont confirmé des sources ouvertes, les FAU ciblent délibérément l'infrastructure énergétique de la Russie dans des centres logistiques militaires clés. Les frappes sur la centrale électrique de Loutch à Belgorod le 6 octobre et sur les installations énergétiques à Rostov le 1er octobre sont les exemples les plus clairs de cette stratégie. Ces attaques non seulement coupent les lignes d'approvisionnement du Kremlin, mais ciblent aussi directement l'infrastructure énergétique de la Russie. En conséquence, non seulement la population civile dans ces régions, mais aussi les bases militaires, les centres de commandement et de contrôle, et les systèmes de défense aérienne vitaux sont plongés dans une obscurité complète. Le Kremlin est aveuglé simultanément par la décomposition interne et des frappes précises de l'extérieur. La machine de propagande, l'une des armes les plus puissantes du Kremlin, a complètement échoué face à la réalité gelée dans les maisons de son propre peuple. Aucun mensonge, aucun rapport de victoire exagéré ne peut réchauffer un radiateur gelé. Cet effondrement révèle comment le régime est pris entre deux réalités différentes. L'une est le conte de fées russe brillant et puissant raconté à la télévision d'État, l'autre est les cris agonisants des gens qui gèlent dans des vidéos fuitées sur les réseaux sociaux. Les désastres régionaux que nous avons observés jusqu'à présent ne sont que des répétitions pour le vrai scénario apocalyptique. Cet hiver, lorsque la crise atteindra inévitablement le cœur du régime, à savoir les métropoles de Moscou et de Saint-Pétersbourg, la Russie sera au bord d'une explosion sociale comme elle n'en a jamais vu auparavant. Ce ne sera pas une protestation avec des slogans politiques organisés par des leaders d'opposition. Ce sera une explosion de colère beaucoup plus primitive, beaucoup plus dangereuse et incontrôlable. Des émeutes pour le chauffage. Imaginez des centaines de milliers de personnes voyant leurs enfants tomber malades dans leurs maisons gelées, poussés par un instinct de survie basique, se déversant dans les rues. Leur demande n'est pas un changement politique, mais le droit le plus fondamental nécessaire pour survivre, la chaleur. Cette situation place le Kremlin dans un dilemme stratégique sans solution. Il n'y a qu'une seule réponse que le gouvernement peut donner à ce genre de mouvement de masse. La violence. L'Aumont et la Garde nationale se dresseront contre leur propre peuple. Cependant, ce serait une mesure qui signerait la fin du régime. Attaquer ses propres citoyens avec des matraques, des gaz lacrymogènes et peut-être même des munitions réelles, simplement parce qu'ils veulent se réchauffer. Ce scénario apporte aussi un parallèle historique. En 1917, la formule qui a fait tomber le régime tsariste était de lourdes défaites sur les lignes de front, plus des pénuries de pain sur le front intérieur. Aujourd'hui, la Russie de Poutine fait face à une version moderne de cette formule. Lorsque l'échec militaire sur le front ukrainien se combine avec les pénuries de chaleur et de nourriture à la maison, toutes les conditions nécessaires pour l'effondrement d'un régime sont en place. L'effondrement du front intérieur déclenchera finalement les fronts parce qu'un peuple qui gèle ne peut pas soutenir une armée qui combat.
Les émeutes pour le chauffage pourraient être l'étincelle qui allume le rideau final du règne de 20 ans de Poutine. Ce n'est pas seulement une crise d'infrastructure, mais aussi une crise de régime, et la bombe à retardement continue de tic-tac inexorablement. La Russie dérive vers la plus grande tempête de son histoire dans l'hiver qu'elle s'est créée elle-même. Le contrat social tacite qui formait la base du règne de 20 ans de Poutine était toujours construit sur une équation extrêmement simple. Le peuple renoncerait à ses libertés politiques, ne remettrait pas en question l'autorité du Kremlin, et en retour, le régime leur garantirait une stabilité prévisible, une prospérité modeste mais croissante, et surtout, le fonctionnement ininterrompu des services publics de base. C'était le plus grand triomphe de propagande du Kremlin. L'image de la main forte qui a restauré l'ordre et reconstruit la Russie après le chaos des années 1990. Mais cet hiver, cet effondrement total de l'infrastructure s'étendant des monuments de glace à Podolsk aux villes ensevelies dans l'obscurité en Sibérie signifie rien de moins que la déchirure impitoyable de ce contrat sous les yeux de millions de citoyens russes. La stabilité promise a disparu, remplacée par une anxiété existentielle profonde créée par un tuyau qui pourrait éclater à tout moment, un transformateur qui pourrait prendre feu et un camion-citerne de carburant dont on sait qu'il ne viendra pas. Ce n'est pas seulement une crise énergétique, c'est une crise de confiance, qui fait fondre les fondations de la légitimité du régime comme le sol gelé en dessous. La dévastation causée par cet effondrement va bien au-delà des souffrances physiques, déchirant le tissu même de la société russe. Dans un environnement où l'État ne peut pas accomplir ses fonctions les plus basiques, les règles les plus dures du darwinisme social commencent à opérer. Nous voyons d'innombrables exemples de cette fragmentation dans les chaînes Telegram locales et les vidéos civiles fuitées. Des voisins se battant les uns contre les autres aux stations-service pour du carburant pour générateurs, des marchés noirs se formant pour le bois et le charbon rare. La rhétorique du Kremlin sur l'unité nationale et la solidarité pompée sur les écrans de télévision devient un murmure insignifiant face à la tragédie de deux personnes âgées essayant de se réchauffer avec une bouteille de vodka et une mince couverture dans l'escalier d'un immeuble gelé. Car le gouvernement a coupé non seulement la chaleur, mais aussi les liens sociaux invisibles qui relient les gens. De plus, cette crise ravive le conflit centre-périphérie que la Fédération de Russie a longtemps balayé sous le tapis. Les lumières vives et la prospérité relative de Moscou ne sont qu'un rideau cachant comment le reste du pays a été systématiquement sacrifié. Des dizaines de millions de personnes vivant à l'est des montagnes de l'Oural en Sibérie et en Extrême-Orient se sentent complètement abandonnées par le Kremlin. Alors que le gaz naturel et le pétrole extraits de leur région sont utilisés comme armes contre l'Europe ou pour financer la machine de guerre, leurs propres maisons et villes gèlent à mort, prises dans l'étau de décennies de négligence. L'incendie de la salle des chaudières à Khabarovsk ou les tuyaux éclatés à Novosibérie ne sont pas des accidents isolés. Ce sont le résultat d'une mentalité coloniale au centre qui exploite et consomme impitoyablement la périphérie. Cette situation escalade dangereusement les tensions entre la population locale et les gouverneurs nommés par Moscou qui sont souvent embourbés dans la corruption. La colère du peuple n'est plus dirigée seulement contre un État abstrait, mais concrètement contre les bureaucrates locaux qui transforment leur vie en enfer et leurs patrons à Moscou. C'est un signe qu'une faille profonde et dangereuse commence à se fracturer, une qui pourrait potentiellement menacer l'intégrité territoriale de la Russie. L'une des conséquences stratégiques les plus critiques de cet effondrement interne est sans doute son effet dévastateur sur le front de guerre. Considérez la psychologie d'un soldat russe combattant en Ukraine. Pendant des mois, il lutte pour survivre dans la boue et le sang des lignes de front. Sa seule consolation étant que la famille qu'il a laissée derrière est en sécurité sous la protection de l'État. Mais maintenant, dans une connexion téléphonique à peine établie, il entend sa femme ou sa mère parler de leur maison gelée, de jours sans électricité ni eau. L'État qui attend de lui qu'il sacrifie sa vie ne peut même pas protéger ses proches des dangers les plus basiques. C'est une situation qui ébranle fondamentalement la volonté de combattre d'un soldat et sa loyauté envers le régime. Selon les analyses des sources de renseignement occidentales, il y a une corrélation directe avec l'augmentation des désertions. Pourquoi un soldat devrait-il mourir dehors alors que sa famille gèle dedans? Cette question simple mais puissante ronge le moral de l'armée russe comme un cancer. Tandis que Poutine essaye de mettre l'Ukraine à genoux, il détruit en réalité la volonté de combattre de son atout militaire le plus précieux, ses soldats, dans les villes gelées de son propre pays. Si ce feu sur le front intérieur n'est pas éteint, il finira par engloutir le front de guerre et rendra la défaite militaire totale du régime inévitable. C'est une équation que le Kremlin ne peut pas résoudre,
Parce qu'on ne peut pas combattre sur deux fronts à la fois, surtout quand l'un de ces fronts est à l'intérieur de sa propre maison. Cet effondrement total n'est pas seulement une question de tuyaux qui éclatent ou de transformateurs qui brûlent. C'est la guerre silencieuse de Vladimir Poutine contre son propre peuple. Les radiateurs glacés sont le front le plus tangible de cette guerre, mais l'effondrement est partout. C'est un effondrement économique qui a commencé avec une crise des œufs sur les étagères des supermarchés et continue avec une inflation alimentaire atteignant 40%. C'est un désastre sanitaire où les médicaments vitaux pour les patients chroniques atteints de diabète, d'hypertension et de cancer sont indisponibles en pharmacie. Le verdict final du service de renseignement extérieur ukrainien résume la situation. La Russie entre dans cet hiver avec de vieux tuyaux, un sous-financement chronique et une indifférence complète. La seule différence est que cette fois, le prix sera très élevé pour des millions de ménages. C'est l'épave d'un empire gelé. Car le rêve de Poutine d'une grande Russie meurt discrètement dans les maisons froides de son propre peuple. Alors, quelles sont vos pensées sur cela? Veuillez partager vos pensées dans les commentaires.